Alors, mon sujet sont les politiques, hein, les politiques pour l'innovation au niveau territorial. Comme l'a dit Yannick, c'est facile de proposer une glorification du local, mais ce n'est pas une glorification ce qu'on a besoin. On a besoin de justifications. Et ça, toujours, parce que, comme vous le savez, les fondements même d'une politique de développement territorial est toujours sous attaque. Le dernier, il y a 3 ans, la Banque mondiale qui a proposé des politiques space blind. Hein. L'hypothèse est le pouvoir public donne les infrastructures, des connexions, et après, territoire, dépêchez-vous. Hein. Ça, ou s'ils veulent, c'est les États qui peuvent, pour des questions de cohésion, pour des questions d'équité, faire des luttes contre la pauvreté et aider les territoires. Mais ce n'est pas ça ce qu'on a besoin. Et je dois dire attention parce que chaque fois qu'on relance avec les périodes de programmation de fonds structurels dans l'Union européenne, le même attaque, le même challenge se présente. Hein. Et aussi cette fois, la Commission a dû répondre, a dû justifier, a dû ajouter des éléments aux règles pour l'incitation au développement local à l'innovation, nouvelles règles pour avouer des problèmes qui quand même ont existé et qui ont donné des arguments à ceux qui ne veulent pas écouter parler de politique territoriale, politique régionale. Alors, ma présentation vise sur 2 points majeurs. Pourquoi on doit penser en termes de développement local, développement territorial, et comment on peut justifier, même d'un point de vue économique, cette idée. Et là, je me réfère au concept plutôt nouveau, même s'il s'attache à des problématiques qui sont là depuis toujours, de capital territorial. Et la deuxième partie sur les politiques d'innovation qu'on va maintenant supporter avec les nouveaux fonds structurels pour la période 2014-2020. Alors, très vite, pourquoi on doit parler, on doit se préoccuper des territoires et des lieux. Pourquoi? Parce que dans les processus d'intégration territoriale, bon, comme l'élargissement de l'Union européenne, la constitution des grandes zones de marché, le grand marché unique, on voit très bien que les déséquilibres internes au pays augmentent. La dernière évidence est l'évidence des pays de l'Est. Et alors, cette disparité devient cumulative parce que il y a bon, des concentrations excessives sur certains lieux qui, bon, dans l'Est, c'était les capitales et les zones de bordure avec le EU 15. Et là, on va déterminer des pressions inflationnaires, des processus d'inflation. Parce que
développement, si le développement se passe tout à fait concentré dans des petites zones, bien sûr, on a des montées des salaires, des rentes foncières, des prix, etc. Et la compétitivité des prix s'évanouit facilement. C'est ce qui s'est passé en Italie dans les années 50-60, avec la concentration dans le triangle Milan-Turin-Gênes. Et ce que j'ai dit toujours, et j'ai dit aux amis qui s'occupent de politique économique et politique de développement de l'Est, et ce qui s'est passé dans les pays de l'Est. Beaucoup d'eux ont dû dévaluer à cause des pressions inflationnistes. Et bien sûr, il y a le risque de boules spéculatives dans l'immobilier, etc. Deuxième point, les territoires sont en compétition entre eux, c'est vrai, et cette compétition se passe sur la base d'un principe d'avantage absolu et pas avantage comparatif. Pas sur la base de l'avantage comparatif de Ricardo. Ça veut dire quelque chose d'important, terriblement important. L'avantage comparatif assure à chaque pays, on parlait des pays, un rôle dans la division spatiale du travail, quelle que soit sa compétitivité. Un pays peut avoir une productivité, une efficacité plus bas dans toutes les productions. Ce principe assure que chaque pays a un avantage comparatif. Alors pour lui, c'est bien et il peut trouver un lieu dans la division spatiale du travail en se spécialisant dans la production sur lequel sont des avantages et mineurs. Ça, c'est un point terriblement important, parce que si cet élément n'est pas présent, parce que on ne peut pas dévaluer, par exemple, dans une union monétaire, alors dans une union monétaire, ce principe ne fonctionne pas. On fonctionne sur la base d'un avantage absolu. Pas seulement les régions, mais aussi les pays dans une union monétaire. Et ça veut dire que si on n'est pas efficace, le futur, c'est la désertification. On a vu dans beaucoup de zones internes d'un tout pays européen, c'est passé une chose comme ça. Alors, il faut penser, il faut réfléchir, il faut agir. Il y a des territoires particuliers comme les villes qui sont des points, pas seulement les grandes villes, bien sûr, qui sont en même temps les responsables de la compétitivité, de l'innovativité, mais aussi du manque de durabilité. Et il faut alors, se brancher sur ça. Bon, ok. Alors, on a besoin, à cause de tout ça, de politique place-based, comme l'a dit et l'a proposé le rapport Barca 2009 au commissaire Danuta Hübner. On a besoin si le développement est un processus supply side, basé sur l'offre et pas sur la demande. La demande peut nous aider dans le short terme, mais pas sur le long terme. Le long terme, c'est l'offre, c'est la capacité de produire et d'innover. Comme les parcours vers l'innovation sont diversifiés, on ne peut pas s'attendre des résultats d'une stratégie au singulier.
hein, la même stratégie pour tous. Hein, et ce que on avait suivi jusqu'à présent dans les politiques de R&D, hein, de recherche-développement. Un peu de sous, un peu d'argent ici et là, hein, un peu partout. Hein, parce que la référence idéale, c'était un unique modèle linéaire d'innovation qui commence par la recherche et continue par l'invention, l'innovation et le développement. Ce n'est pas ça. Hein. Il y a des pathways, des parcours qui sont différenciés. Et alors là, il faut avoir une stratégie différenciée sur la base des caractéristiques des lieux. Une stratégie top-down qui vient de l'eau, ça c'est un point terriblement important pour moi, renonce à utiliser la connaissance diffusée qui est dans les institutions intermédiaires dans chaque territoire et la connaissance tacite, la connaissance, les éléments de connaissance qui sont dans les acteurs privés et publics locaux. Hein. Là, à la Hayek, hein, c'est une question de gaspillage d'informations et de connaissances qu'on risque avec une stratégie au singulier. Les processus et les éléments qui facilitent le développement de la connaissance et le développement de la créativité, hein, sont des processus qui s'incorporent dans des procès de learning, d'apprentissage qui sont lentes et ils sont spatialisés, sont localisés. Et ils se passent sur des territoires à travers les interactions, les synergies locales. Et bien sûr, si on laisse que des différenciations, des inégalités territoriales se passent et continuent, on détermine un gaspillage de quoi? De éléments de capital territorial qui sont partout. Alors, c'est quoi le capital territorial? C'est l'OSCE qui avait parlé explicitement de ça en 2001 dans le Territorial Outlook. J'ai donné cette définition. Le capital territorial est l'ensemble des actifs localisés, hein, de nature naturelle, mais aussi artificielle, humaine, d'organisation, de relations et cognitifs qui constituent le potentiel compétitif de chaque territoire. Alors, bien sûr, le terme est nouveau, mais les éléments là-dedans sont là depuis longtemps. Si on prend cette distinction en quatre, avec deux dimensions, la dimension fonctionnelle versus la dimension cognitive et la dimension des facteurs de développement vis-à-vis des facteurs d'innovation, on peut voir dans les années 60 et 70, on insistait sur infrastructure, endowment de facteurs de production, structure industrielle, incentives financiers. Dans les années 80, c'était plutôt le capital humain, les compétences, la formation, la qualité de vie qui devait être l'élément attracteur d'investissement avancé. Dans les années 90, c'était la connectivité, l'interconnexion, l'ouverture au global. Dans les années 2000, hein, on est passé aux éléments de knowledge, hein, de connaissances, la réceptivité des territoires par rapport
à ce qui se passe à l'extérieur, la capacité de tirer le mieux des technologies qui sont partout, qui ont été développées ailleurs. Effet milieu, effet finalement de la reconnaissance des synergies locales, des processus d'apprentissage localisé, collective learning, apprentissage collectif, et probablement dans les années qui viennent, les identités locales, les identités locales qui sont un peu la summa de tous les autres éléments. Alors, deuxième partie, on a eu une convergence intéressante dans les derniers 2-3 années entre la réflexion sur les politiques place-based qui doivent explicitement se focaliser sur les lieux, le rapport Barca, et le rapport d'un groupe d'experts pour la DG Industrie, Dominique Forêt et les autres, comment coupling, mettre ensemble une stratégie de smart specialization avec une politique place-based. L'idée est celle n'est pas dépenser, n'est pas aider la recherche-développement partout, mais lier recherche-développement et incitation à la recherche-développement et à l'innovation sur la base des vocations locales. Là, je dois dire, il y a toujours un biais qui vient de l'économie industrielle qui fait l'équation R&D innovation. À mon avis, là, il faut dire beaucoup de choses, mais on va le voir. Les Smart Specialization Guys ont proposé alors une dichotomie territoriale. Recherche de base et recherche développement, mais sur les technologies multipurpose dans les régions core, les régions knowledge regions, et application dans tous les autres. Plus récemment, ils ont dit chaque région doit trouver sa voie pour une stratégie d'innovation. Nous, on a, à l'École Polytechnique à Milan, on a développé une réflexion et une taxonomie des parcours d'innovation régionalisés. Et on a proposé à la Commission une autre approche qui se base sur l'idée de territorial patterns of innovation, modèle, pas le modèle abstrait, modalité d'innovation territorialisée qui peut être indiquée comme un breakdown, comme des variants du modèle linéaire d'innovation qui va de la connaissance à l'invention, à l'innovation, au développement, sur la base des caractéristiques de chaque territoire. Alors sur la base d'une présence des préconditions pour la connaissance, préconditions pour l'innovation. Alors ici, vous voyez, ici en bas, le parcours, disons, linéaire,
qui existe quand même. C'est un parcours abstrait, mais dans les régions qu'on appelle science-based en Europe, c'est un parcours qui se passe. On part de knowledge, alors présence de grandes universités, de chargés de recherche, chercheurs, etc. On utilise ça pour l'invention, on traduit l'invention en innovation parce que on a des interfaces entre le monde R&D et le monde industriel, et on traduit tout ça en développement. Là, on a vu en Europe des alternatives à ce modèle général. C'est les régions qui ont ce qu'on peut appeler science-based, où les activités de recherche sont plutôt sur des technologies general purpose, et d'autres régions toujours avancées, toujours avec ce modèle entier de linéaire, mais branché sur des activités de recherche appliquées, appliquées directement. Alors ici, vous voyez que c'est la région, mais il y a d'autres régions alentour avec qui on a des relations en réseau, coopération, etc. L'autre modèle, là encore divisé en deux, c'est un modèle où il manque la production de knowledge interne, la production de compétences. Et alors, mais il y a des forts éléments d'entrepreneurship, d'entrepreneur, et des processus d'apprentissage, sur la base des compétences, sur la base d'un savoir-faire local, qui se développe de façon tacite plutôt, incorporé dans les vocations locales. Et alors là, l'élément caractéristique, c'est que là, la connaissance de base est attrapée de l'extérieur, vous voyez, de notre région, de la région J, à travers quoi? À travers une ouverture, à travers une réceptivité, à travers une créativité territoriale, à la recherche des éléments de connaissances qui manquent dans la région. Alors là, il y a deux patterns différenciés. Le premier, ce qu'on appelle Smart Technological Application, c'est des régions qui s'ouvrent à la coopération interrégionale pour la production de brevets liés à la vocation. Et le quatrième, au contraire, c'est quand des régions, bien sûr, ils ont des vocations, et alors là, ils attrapent directement ou bien des technologies, ou bien des chercheurs, ou bien des savants, de compétences de l'extérieur. La région toscane a utilisé longtemps des zénologues bordelaises. C'est quelque chose qui manquait, qui est attrapé de l'extérieur pour être mélangé aux connaissances locales. Ok, alors là, on peut diviser ça. Et le dernier pattern, le cinquième, est là où on manque de connaissances, on manque même d'entrepreneurship. Et alors, là, les processus d'innovation qui se passent quand même, se passent à travers la attraction d'investissements extérieurs et l'imitation, ou la relation relationnelle directe avec ces investissements. Alors, vous voyez qu'il y a des modèles différenciés sur la base desquels on peut adresser
de façon différenciée les stratégies d'innovation et les stratégies de soutien à l'industrie, soutien à la connaissance, etc. Et là, bon, on a développé tout ça dans un papier qui va sortir dans 2 mois sur Growth and Change. Hein, tous les recettes, les guidelines, hein, ce ne sont pas des recettes, des guidelines pour les différentes typologies des régions, tout en laissant la possibilité, bien sûr, de faire des jumps entre modèles. Hein, mais mon avis est... comme il s'agit de dépenser des ressources publiques, on ne peut pas faire des bets, scommesse, on ne peut pas prendre des risques. Comme vous l'avez fait en France, je dois dire, dans les années 70, etc. On veut l'ordinateur français, on veut la robotique française, etc. Comme vous le savez, n'a pas donné beaucoup de satisfaction. Hein. Alors là, le changement de modèle est quelque chose qui doit se passer lentement, mais sur la base de l'effort de chaque territoire. Ici, bon, vous voyez comment sont les différents modèles. Le marron sombre, c'est plutôt l'Allemagne et des pays du Nord. Le même type de carte que Yannick a proposé pour la France. Le modèle 3 et 4, c'est plutôt les modèles des pays européens du Sud, Italie, France et Espagne. Et le 5e, c'est plutôt le modèle de l'Est européen. Ici, on voit ce que Yannick disait. Hein. Ce sont les performances des différentes typologies des régions. Là, on voit que, bien sûr, la première barre, c'est la quota de R&D sur les produits intérieurs bruts. Bien sûr, c'est beaucoup différencié. Hein, c'est beaucoup différencié, tandis que le Total Factor Productivity, qui est l'indicateur généralisé de efficacité et de productivité ou de compétitivité régionale, vous voyez, n'est pas tellement différencié. C'est-à-dire qu'on peut attraper des éléments de compétitivité, même si on est dans le 3e, le 4e et même le 5e modèle. Et alors, on propose... Mon cher collègue... Et j'ai terminé. Voilà. Pouvez-vous terminer, la Smart Innovation Policy, c'est une politique qui prend en compte la différenciation possible des modèles d'innovation et intervient sur la meilleure utilisation, disons, du capital territorial adressé à la connaissance, adressé à la créativité industrielle. 2 caveats. Le premier, attention avec la glorification du local. Hein. On glisse facilement vers la rhétorique là. Hein. Le local, dans le local, il y a des intérêts, des conflits d'intérêts entre l'intérêt public et l'intérêt privé. Hein. Et ce que a généré les plus grandes causes de échec dans
les politiques de soutien des zones et des régions arriérées. Bon, le Mezzogiorno, c'est pour tous, mais ce n'est pas seulement le Mezzogiorno. Il y a des lobbies rent-seeking qui sont contre le changement parce qu'ils vivent très bien dans la conservation Et alors, vous voyez que, ça c'est le rapport Barca qui l'a suggéré, dans le nouveau période de sciences, de fonds structurels, on impose des conditionnalités très fortes sur la transparence, sur la partnership ouvert, sur la justification des investissements, la justification des rapports de partnership. Je vous supplie, la conclusion, s'il vous plaît. Et la conclusion, c'est sur cette carte. Attention. Une collègue doit parler après. Oui, vis-à-vis le deuxième caveat. La carte est la carte une projection faite à travers un modèle économétrique qu'on a construit sur la base du concept de capital territorial en Europe, aussi avec le capital soft, trust, sens d'appartenance, etc., régionalisé. On voit apparaître à nouveau des effets pays très forts. Vous voyez en Espagne, en Italie par exemple, France pour le bien, Espagne et Italie pour le mal, qui sont générés par des effets macroéconomiques plutôt, et des effets structurels, mais qui regardent le pays, les pays. Alors, on a toujours dit depuis 30 ans que c'est la mort de l'État-nation, même en Europe, et ça c'est vrai, mais attention, les éléments nationaux, ils sont là à nouveau, à travers de limitations qui viennent plutôt d'éléments macroéconomiques, l'endettement annuel et aussi des éléments politiques qui se passent à niveau national. Pardonnez, Monsieur le Président, pour cet extra temps. Merci.